on a un spectre, on peut calculer les coordonnées trichromatiques correspondantes dans un espace CIE ou LCH, dans lequel L, c'est la clarté, et C, c'est la saturation ou le chroma en anglais, ou la pureté chez les restaurateurs. Donc, on a choisi un certain nombre de spectres, et voilà, dans un diagramme où il y a la clarté ici et la saturation horizontalement, chaque spectre correspond à un petit point. Or, on avait déjà fait de longues études et une thèse a été développée grâce au premier artiste que je vous ai montré, où on a montré que ce maximum de chroma ou de saturation ou de pureté ne peut avoir lieu que si c'est une technique de glacis qui est utilisée. Autrement dit, s'il y a très peu de pigments, qu'il y a un seul type de pigment, alors nous, physiciens, on nous dit que c'est parce que ça favorise la diffusion multiple par rapport à de la diffusion simple. Et c'est la diffusion multiple qui va créer cette saturation maximum. Donc, grâce à ça, on était sûr, dans la première couche superficielle de la Joconde, c'est un glacis et de terre d'ombre. Sachant ça, on connaît la terre d'ombre brûlée, on connaît ses propriétés optiques, et donc on est capable de faire de la modélisation, autrement dit des calculs, qui vont calculer, c'est la courbe rouge que je vous ai présentée, on passe de 1 à 2 à 3 à 4 couches de glacis, jusqu'à 13 que je vous ai montré au début, mais on tient compte d'une condition limite entre la première et la deuxième couche. On a essayé plein de mélanges connus comme conditions limites, mais on savait quand même qu'en Italie, à l'époque, c'était des mélanges de blanc de plomb vermillon qui étaient utilisés dans le visage. Donc on a eu la chance, on avait une base de données de blanc de plomb vermillon avec toutes les concentrations possibles du mélange. Et la courbe rouge que l'on obtient ne marche bien avec les points expérimentaux issus des mesures que si on utilise pour la couche sous-jacente 1% de vermillon et 99% de blanc de plomb. Si on prend 2% de vermillon, elle ne passe pas au milieu des points. C'est un moyen de reconnaître non destructif, on résout des équations, sans contact, on ne touche pas l'œuvre, d'identifier la couche sous-jacente. Dans le cas, on a bien évidemment fait la même chose dans le cas de la dame à l'hermine. Alors ça, en rouge, vous avez ce que je vous ai montré précédemment pour la Joconde. Les petites croix ici correspondent à ce qui a été calculé à partir des spectres du visage de la dame à l'hermine. Et la modélisation en bleu correspond à un mélange de blanc de plomb et de terre d'ombre, où on fait varier la concentration pour faire varier la clarté. Vous voyez que dans le cas d'un mélange, on n'a pas le maximum de saturation qu'on avait avant, parce que dans le cas d'un mélange, il ne peut pas y avoir beaucoup de diffusion multiple. La lumière va ressortir, le blanc qui est rajouté ne va pas filtrer la lumière qu'avait filtré le pigment. Et puis pour le moment, les 5 premières mesures ont l'air de correspondre. On ne l'a pas publié parce qu'on attend un autre type de mesure, comme par exemple la microfluorescence X, qui validerait nos résultats. En tout cas, ces deux solutions expliquent pourquoi notre première identification était approximative. Il fallait aller plus loin. Dernière chose sur l'identification des couches sous-jacentes, c'est qu'on aimerait bien, à partir de notre instrument d'OCT, pour chaque interface entre le pigment et le liant, où on enregistre un interférogramme qui a cette forme-là, faire sa transformée de Fourier de manière à obtenir un spectre, et dans ces cas-là, se construire une base de données et identifier les pigments des couches sous-jacentes. Pour le moment, cette technique marche bien, a été validée pour les colorants. Elle reste à valider, sa reproductibilité reste à valider pour les pigments. Donc, le responsable est dans la salle, il n'a plus qu'à travailler. Je laisse tomber les... Ah oui, ce que je vous ai présenté est également utilisé par des artistes contemporains. Alors récemment, c'est Sarah Garzoni qui a gagné un projet qui s'intitule De l'art à l'évolution, payé par le Conseil général de l'Essonne. Le but du jeu était d'étudier
les oiseaux qui s'appellent des oiseaux satins, je vous laisse lire le titre latin, qui sont en Australie et qui ont la propriété de bâtir, d'aller piquer des tas d'objets bleus pour fabriquer leur nid. Alors Sarah Garzoni est une artiste et elle a proposé d'utiliser le bleu de Klein qui a été présenté tout à l'heure pour aller en Australie, fabriquer des nids et puis voir si les oiseaux satins étaient plus ou moins attirés par le bleu de Klein. Sachant que le bleu Klein l'IKB dont vous avez parlé ce matin, il pourrait être en vente, il n'y a plus d'interdiction, sauf que Rhône Poulenc ne le fabrique plus le lion. Autrement dit, elle a dû prendre un pigment bleu outre-mer, elle a dû prendre le lion de son choix, elle est venue nous voir pour qu'on mesure les spectres de l'IKB et le spectre de ce qu'elle avait fabriqué. Vous voyez que les spectres ont des creux, des bosses aux mêmes longueurs d'onde, les deux sont un outre-mer. Elle est partie en Australie, et voilà son œuvre d'art. Ce sont des objets qui sont fabriqués à partir du bleu, identique au bleu IKB. L'histoire ne dit pas, ça s'arrête là, si les oiseaux ont plus ou moins été voir ces nids. Un autre type de connivence avec des artistes contemporains, c'est par exemple celle avec Inge Boston-Cabot, qui, elle, depuis 15 ans, s'intéresse à la... 5 minutes, d'accord. S'intéresse à la pourpre de Murex, issue des glandes de ce petit coquillage, et qui est, paraît-il, le plus vieux pigment du monde. Les Anglais prétendent qu'il a 3600 ans. Et elle a retrouvé petit à petit les techniques de fabrication de la pourpre de Murex. Voilà ses résultats. C'est abominable. Elle varie le nombre de glandes, elle les met dans un bain. L'odeur répandue imprègne les vêtements pendant 3 jours ou 4 jours. Et selon le nombre de glandes, la durée dans le bain, la présence ou pas d'ultraviolet, on obtient toute une variété qui va du rouge au bleu, dont on a fait les spectres, on a une base de données, et on est capable de lui dire sur une œuvre, tu as utilisé tant de glandes. Bon, il y a des chimistes anglais qui travaillent sur le sujet. Et la dernière connivence avec un artiste contemporain, c'est Anish Kapoor, qui a une exposition à l'heure actuelle à Londres, splendide, et qui, elle, présente des œuvres faites de pigments secs, donc qui posent évidemment des problèmes au moment de leur réinstallation. Et donc, dans ce cas-là, il y a eu une perte de matière, et donc, en plus, Anish Kapoor n'écrit jamais la nature de ces pigments et le pigmentier chez qui elle les a eus. Donc, on a vu la restauratrice d'Avignon venir nous voir avec un certain nombre de pigments jaunes, ainsi que celui d'Anish Kapoor, un certain nombre de pigments rouges, de manière à avoir un outil pour choisir le pigment le plus proche. Je vais passer très vite au vernis, alors qui intéresse énormément les restaurateurs, parce que la majorité de leur travail, c'est de dévernir partiellement les œuvres. Donc c'est une étude qui a été faite tout d'abord à partir d'un appareil de laboratoire à l'INSP et qui, depuis 6 mois, a été transformé en appareil portable, le même que précédemment, mais on utilise cette fois-ci la lumière ultraviolette filtrée, et donc on peut aller dans les musées. L'identification a lieu à partir du spectre de fluorescence. Voilà le résultat à l'époque où on était sur un appareil de laboratoire et le restaurateur nous fournissait des cotons d'allègement qui venaient au laboratoire. Et par exemple, dans le cas de la Madone d'Islin de Vouet, on a reconnu un mastic mixte, c'est-à-dire huile et alcool, et vieilli parce que dans notre base de données, on a des vieillissements artificiels de différentes durées, thermiques ou sous UV. Une dernière identification, cette fois-ci récente, à partir de notre appareil portable, et on est allé à Milan pour montrer qu'il était portable, mais surtout pour relier nos résultats sur une femme à l'enfant de Francesco Landoni.